Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, vendredi dernier, à cette même tribune, sur le 4e 49.3 engagé sur ce PLFSS, mon excellent collègue Arthur Delaporte nous a fait découvrir, ou peut-être redécouvrir pour certains d'entre nous, cette jolie figure de style qu'est l'anticatastase. Ce soir, vous me permettrez de prolonger l'exercice en me centrant sur l'oxymore. C'est évidemment la tribune publiée dans Le Monde cette semaine, dans laquelle 10 000 soignants, dont 400 chefs de service, s'adressaient au gouvernement et particulièrement d'ailleurs au président de la République pour faire part de leur désespérance face au silence assourdissant de l'exécutif face au désespoir qu'ils vivaient dans les hôpitaux. Ce silence assourdissant qui nous rappelle le mutisme assourdissant évoqué par Camus dans La Chute, je l'ai vécu aussi le 30 novembre dernier, Madame la Première ministre, quand vous êtes venue ici engager le 49.3, et de manière assez révélatrice, vous avez engagé ce 49.3 alors que nous discutions en lecture définitive du PLFSS et qu'au banc du gouvernement, c'était le ministre Gabriel Attal qui était présent. Les ministres Braun et Combe n'étaient pas là, mais je suis sûr qu'ils étaient sur le terrain, je n'en doute pas. Mais cette coïncidence est assez révélatrice, d'une certaine manière, de ce PLFSS, dont le centre de gravité était clairement à Bercy et, hélas, pas suffisamment à Ségur. Madame la Première ministre, vous nous avez dit tout au long de ces débats que c'était une méthode de compromis et de recherche de compromis. Je pense que c'était plutôt celle d'une simulation franche, mon premier oxymore. Parce qu'à aucun moment, en réalité, le compromis n'a été recherché, cela a été dit et redit. La première faiblesse de ce PLFSS et qui justifie la censure que nous vous présentons aujourd'hui, c'est bien évidemment l'insuffisance des moyens qui y est proposée. C'est là que j'y vois une forme de rigueur foutraque. Le bon exemple, c'est évidemment, et cela a été rappelé, que ce PLFSS prévoit aujourd'hui un Ondam pour 2023 de 244 milliards et 100 millions d'euros, alors que l'Ondam 2022, après les rectifications que nous avons apportées, est de 247 milliards. C'est-à-dire que vous assumez de proposer un Ondam 2023 inférieur à l'Ondam consommé nécessaire et pourtant insuffisant déjà pour répondre aux moyens qui se sont fait jour en 2022. Et si nous balayons l'ensemble des parties de ce PLFSS, là aussi, il y a des silences assourdissants. Il y a, en matière de prévention, par exemple, une nonchalance forcenée pour répondre à un engagement du président de la République. C'était le 16 avril 2022 dernier, quand il disait que d'ici à la fin de l'année, il y aura des purificateurs d'air dans les bâtiments publics, dans les EHPAD, dans les hôpitaux, dans les écoles. Nous n'avons pas vu cet effort massif annoncé pour la fin de l'année par le président de la République, d'où la nonchalance forcenée. Il y a aussi une solide léthargie pour répondre aux enjeux de santé environnementale, alors même, rappelons-le, que la pollution tue chaque année 40 000 personnes. Il y a, en matière de prévention aussi, des réponses d'une exceptionnelle banalité. Je pense à ce que vous nous proposez s'agissant du cannabis thérapeutique. C'est très bien la prolongation de l'expérimentation, mais pourquoi ne pas être allé jusqu'à la généralisation appelée de ses vœux par tant et tant? Il y a une mollesse fougueuse s'agissant du sport santé, dont tout le monde considère qu'il est un enjeu essentiel en matière de prévention. Il y a une paralysie vibrionnante pour s'attaquer à l'alcoolisme précoce des jeunes ou à d'autres épidémies comme celle de l'obésité. Il y a une solide léthargie pour répondre à la crise de la psychiatrie publique.
Il y a une modeste grandiloquence dans votre PLFSS pour répondre à un enjeu qui pourtant est jugé prioritaire, la question de l'endométriose, pour laquelle aucun moyen supplémentaire, ni même un calendrier, n'est annoncé à l'appui du plan présenté par le président de la République. Il y a, je le regrette, un pieux mensonge à nous dire que ce PLFSS porte des grandes avancées en matière de prise en charge des personnes en situation de handicap. La Cour des comptes vous dit vous-même que, en matière d'autonomie, c'est un effort 2 fois plus important qu'il faudrait mettre en place. Dans votre PLFSS, il y a aussi une inertie frénétique pour répondre à la pénurie de médicaments génériques. Il y a une violente passivité pour structurer un pôle public du médicament que nous appelons de nos vœux. Il y a aussi une discrétion flagorneuse pour s'attaquer aux difficultés d'établissement. Je pense à l'établissement français du sang qui alerte les pouvoirs publics sur les difficultés de financement qui sont celles de cet établissement. Il y a une procrastination inébranlable pour s'attaquer aux déserts médicaux et à l'accès aux soins. Il y a un effacement tape à l'œil en matière d'accompagnement de la petite enfance, avec ce transfert de l'excédent de 2 milliards d'euros de la branche famille vers l'assurance maladie, comme si nous n'avions pas des besoins gigantesques en matière de prise en charge et d'accompagnement de la petite enfance. Il y a un clair-obscur regrettable en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail. Il y a une atonie bouillonnante sur la reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle. Dans votre PLFSS, on trouve aussi en matière de financement un attentisme vivifiant pour s'attaquer aux besoins de financement. Je pense par exemple à cet amendement porté par des collègues du groupe Renaissance qui reprenait des amendements que nous avions nous-mêmes proposés pour dégager plus d'1 milliard d'euros pour financer la branche autonomie, en revenant sur les exonérations de cotisations sociales jugées totalement inutiles, notamment entre 2,5 et 3,5 fois le SMIC. Je vois que ça vous fait beaucoup sourire quand je parle du président Houllier et de sa proposition tout à fait vertueuse de revenir sur des exonérations de cotisations sociales inutiles. Il y a un travail, je vais citer Duchamp ici, définitivement inachevé en matière de transfert de recouvrement de du recouvrement de l'Agirc-Arrco aux URSSAF, avec votre valse hésitation sur ce sujet. Bref, nous avons là un PLFSS qui marque à sa manière, par l'accumulation des oxymores qu'il m'a permis d'évoquer devant vous ce soir, d'une certaine manière l'oxymore inhérent à ce qu'est le macronisme, ce fameux « en même temps », cette volonté de ménager la chèvre et le chou et au final de ne satisfaire personne. Vous nous dites, tiens encore un oxymore, que ce que vous nous proposez est le seul choix possible. Mais il n'y a jamais un seul choix possible. Il y a des visions alternatives qui peuvent être proposées, celle d'une sécurité sociale qui part des besoins plutôt que de cette obsession de satisfaire la baisse des dépenses publiques. Et c'est la raison pour laquelle je pense que ce PLFSS, d'une certaine manière, signe le commencement de votre fin. Ça, c'est Shakespeare. Et que d'une certaine manière, son avenir est derrière lui. Et nous ne pouvons que le regretter. Vous savez, au début de ce PLFSS, je crois que c'était Gabriel Attal qui nous avait dit que c'était un PLFSS de refondation de la protection sociale. J'ai entendu à cette même tribune des députés Renaissance venir expliquer que ce PLFSS était un PLFSS de transition. Alors, est-ce que c'est un PLFSS de transition, comme le pensent certains députés du groupe Renaissance? Est-ce que c'est un PLFSS de refondation, comme nous le dit Gabriel Attal? Je vous redis, c'est un PLFSS de résignation. Et c'est une résignation insupportable.
Et je termine avec le silence assourdissant qu'évoquaient les soignants, parce qu'il fournit, je le redis aussi, la meilleure réponse à l'inanité de votre PLFSS et aux réponses qui ne sont pas à la hauteur des enjeux de notre protection sociale. Je vous remercie.